Merci de votre fidélité à Niveau d'Info et merci, soyez les bienvenus pour la suite de Niveau de Soir. Avec le plateau de l'invité, le groupe militaire russe Wagner est entré en rébellion armée contre Moscou le vendredi 23 juin dernier dans la nuit. Evgeny Prigojine, le chef du groupe Wagner, a tenté un coup de force contre le commandement russe, le commandement militaire russe, après avoir pris le quartier général de Rostov. Il a menacé de marcher sur Moscou avant de faire demi-tour et d'annoncer le retour de ces hommes dans leur camp de base. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment comprendre cette tentative de coup d'État en Russie? Mais surtout, quelles conséquences pour Bamako? On va voir le lien tout de suite avec notre invité, Lucas Baki. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Charlotte et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes journaliste et analyste politique. Wagner, le groupe militaire paramilitaire, a déclaré la guerre à l'armée russe. La presse internationale parle de tentative de coup d'État contre le président Vladimir Poutine. Quelle est votre réaction à cette démonstration de force de Prigojine? Est-ce que vous croyez vraiment à cette farce-là, à cette histoire, que Wagner ou Prigojine, qui est un pur produit de Poutine, qui ne dispose en réalité que 25 000 hommes, comme il a dit lui-même, puisse effectivement, dans le contexte là que nous connaissons, se rebeller réellement contre Poutine et tenter un renversement d'un régime aussi puissant que celui de Poutine. Évidemment, vous savez, lorsque vous nourrissez des sentiments négatifs vis-à-vis de quelqu'un, lorsque vous avez des ressentis du genre de la haine contre quelqu'un, et il y a une situation, vous êtes prêt à avaler toutes les couleuvres, toutes les bêtises, toutes les sottises qu'on vous sert. Donc les Occidentaux, les médias occidentaux sont tellement enragés contre la personne de Poutine que lorsqu'il y a un moindre mot contre lui, ils le récupèrent. Mais Wagner, c'est un groupe terroriste, non, c'est ce qu'ils ont dit, non. Ils ont déclaré, ils sont en train d'envisager ou de faire de Wagner un groupe terroriste, qui donc à un moment donné décide d'aller contre le régime de Poutine. Personne ne condamne cela, au contraire, on fait donc de Prigojine un héros, un dieu sur terre, celui-là même qui devient un homme idéal, à la limite providentiel, qui sauverait justement les Occidentaux, parce que la bête qu'il faut abattre aujourd'hui dans le concert des nations, qui donne l'insomnie à tous les puissants du monde, c'est bien sûr Poutine. Et donc, à partir de cet instant, la Poutine étant conscient de cela, mais attends, ils ont monté cette scène tout simplement pour distraire la communauté internationale, pour distraire les Ukrainiens et donc les amener, les appâter. Et donc, Poutine aussi en a profité pour faire la purge. Donc, des insoumis, des deux livrets qui resteraient dans l'armée et qui nourriraient éventuellement des velléités de renversement de son régime. Vous n'avez pas trouvé invraisemblable. Quand vous dites qu'ils ont monté cette scène, vous pensez... Mais écoutez, vous n'avez pas trouvé invraisemblable que Prigojine puisse quitter sa base et qu'il traverse les frontières russes et qu'il parcourt près de 1000 kilomètres sans qu'on ne dise qu'il y a eu des affrontements avec une résistance à l'égard opérée par l'armée russe. Il n'y a pas d'affrontement, il n'y a rien. Et donc, il marchait comme sur des roulettes. Et que c'est à 200 kilomètres de Moscou, où donc ça veut dire qu'il est pratiquement près du but, que subitement il trouve que, écoutez, en même je temps, ne vais pas faire couler... un territoire qu'il maîtrisait très bien. Mais bien sûr, donc il ne veut pas faire couler le sang. Ça veut dire que durant tout ce parcours-là, il n'y avait pas de sang à couler. Vous ne trouvez pas ça invraisemblable? Comprenez tout simplement que Poutine est un jouet d'échecs. Il sait planifier les choses, il sait organiser son armée, il dirige son pays avec méthode. Donc, et on dit, en une journée, en 24 heures, il y a eu un accord qui a été signé. Et puis il se réfugie où? En Biélorussie, qui est quasiment une continuité même du règne de Poutine. La Biélorussie, mais c'est pas Poutine qui vient de doter ce pays-là de l'arme nucléaire. Vous pensez que quelqu'un comme Prigojine tenterait un coup d'État
contre Poutine. Et donc, on va le laisser respirer simplement. Il est heureux là-bas juste parce qu'il y a eu un accord, voilà, qui fait que, bon, il retourne dans ses bases, etc. Non. Heureusement pour l'armée ukrainienne, qu'elle a été prévenue justement par les services de renseignement américains pour lui dire, ah, malgré ce méli-mélo qui est en train de se passer en Russie, le système sécuritaire russe n'a pas fléchi. Donc n'attaquez pas bêtement, sinon on va vous écrabouiller comme des petits pains. Simplement parce qu'ils ont été appâtés. Ils pensaient, ils étaient... Et puis, quand tu vois Zelensky être aussi heureux et affirmer que oui, la Russie est affaiblie, etc., etc., il n'a rien compris à cette comédie-là qui a été organisée exprès pour justement détourner les Blancs ou bien les Occidentaux de cet objectif-là. Il n'y a rien. En Russie, il n'y a pas eu un coup d'État, il n'y a même pas eu un projet de coup d'État, il n'y a même pas de mauvaises intentions. Prigojine et Poutine sont des frères siamois, ils restent comme tels, et vous allez voir que de la Biélorussie désormais, c'est là où Wagner va commencer à attaquer sérieusement l'Ukraine. Il n'y a même pas à discuter. Lucas Baki, vous parlez de comédie, de mise en scène pour vous. Cette tentative de coup d'État, ce n'est qu'une façade? Ben, c'est une farce, c'est stratégique tout simplement. Parce que, mais attendez, Poutine fait quand même, il ne fait pas face à l'Ukraine. Il fait face à tous les puissants, notamment aux États-Unis. Et donc, quand il fait ça, il amène tout simplement les Ukrainiens. Il veut en finir avec les Ukrainiens tout simplement. Il n'y a rien, ça je peux vous le dire avec certitude. Mais quand je vous parle du parcours de Wagner, depuis sa base jusqu'à 200 km de Moscou, où il n'y a pas eu d'affrontement, Poutine même n'a même pas déployé une force de contre-attaque. Il n'y a rien eu. Ce n'est pas étonnant. Mais ça ne peut que vous étonner. Comment il se fait? Donc ça veut dire qu'il y a eu des ralliements massifs. Ça veut dire que tout le système de commandement militaire russe était alors du côté de Wagner, de Prigojine. Alors comment cet homme-là peut dire tout simplement, ah non, écoutez, je ne veux plus continuer, alors qu'il est pratiquement au bout de son but, qui est donc de renverser le régime de Poutine. Simplement parce que, bon, mais même si c'était que, bon, ils se sont entendus simplement et ils voient que vraiment il y a des ralliements. Vous pensez qu'il allait retourner? Il allait dire simplement, oui, j'ai eu un accord et donc je vais laisser. Non! Comprenez qu'on a voulu piéger simplement les Ukrainiens. Heureusement qu'ils ont été avertis, ils ne sont pas tombés. Sinon, ça serait l'hécatombe sur, en tout cas, les territoires occupés par la Russie. La grande question aujourd'hui, c'est pourquoi et comment comprendre ce demi-tour qu'ils ont fait alors qu'ils étaient presque près du but? Ben oui, bien sûr, c'est une question de bon sens. Il faut juste... Et puis vous avez vu avec quelle hilarité, quel empressement, quelle joie. Tous les médias occidentaux se sont mobilisés pour parler donc de cette histoire, commenter. On a vu les analystes les plus patentés faire preuve d'éloquence et de démonstration. Ils étaient convaincus que le régime de Poutine tomberait juste par l'action. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans l'émotionnel, dans le sensationnel. Ils veulent tellement du mal à Poutine que du coup, ils ont tout simplement éteint leur propre faculté qui leur permettrait au moins d'analyser. Dans toute l'histoire politique du monde, il n'y a jamais eu une rébellion avec 25 000 personnes qui pourraient renverser une armée aussi redoutable que celle de la Russie avec 10 millions de personnes. Ça arrivait quand et où? Donc c'est une comédie. On ne peut même pas normalement parler de ça. On devait déjà conclure que non, lui là, il veut nous piéger simplement. Donc aujourd'hui, Poutine a pu avoir dans son sein les esprits légers qui sont animés par des envies de renversement, etc. Logiquement, il doit avoir profité pour faire la purge, sortir toute l'ivresse et donc assainir justement son système de défense et donc d'attaque contre l'Ukraine, bien sûr. Et contrairement à vous, des analystes politiques sur le plan international maintiennent la théorie de coup d'État et estiment même que cette situation vient mettre à nu les failles, les faiblesses qui aujourd'hui gangrènent le pouvoir de Poutine, ou même les faiblesses de l'autorité du président Poutine. Oui, mais justement, en fait, qu'est-ce que vous en dites? La vérité, c'est que, comme je l'ai dit, ils prennent leurs rêves pour la réalité. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si on peut trouver même
n'importe qui leur donnerait la clé, qui leur permettrait de descendre le pouvoir de la Russie, de Poutine, ils le feraient à n'importe quel prix. Donc quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, où vous ne voulez que du mal à quelqu'un, parce qu'il vous embête à tout point de vue, il menace vos intérêts, ce que vous appelez vos intérêts, en Afrique, etc., vous ne pouvez plus réfléchir de façon lucide. Vous ne voulez que du mal pour lui. Tout le temps, quand vous dira qu'il a quelque chose, un mal de tête ou quelque chose, votre prière, c'est que ça s'aggrave et qu'il puisse tomber d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi ils sont tombés dans ce piège-là. Ils sont rentrés dans une guerre de communication et au point de célébrer l'ennemi juré d'hier, qui est donc le groupe Wagner et leur meneur, tout simplement parce que ils espèrent que par lui, il pourra atteindre l'objectif qui consistera à démolir le régime de Poutine. Donc voilà pourquoi vous avez vu les analystes aussi chevronnés qui ont commencé à faire des affirmations gratuites, qui étaient convaincus qu'à l'allure où allaient les choses. Et puis Prigojine, c'est un metteur en scène. Il est très bon en communication, en animation des réseaux, etc. Il fait des déclarations choc. Elle emporte pièce. Et donc on le met sur le piédestal. Il est devenu le roi même du monde qui sauverait justement tous ces Occidentaux-là du pouvoir redoutable de Poutine. Donc c'est ça. Tout simplement, quand vous les voyez raisonner, analyser et tout, en réalité c'est leur subconscient qui se lâche de cette manière-là, sans emprise réelle sur la vérité. En même temps, il faut le reconnaître que dans ce contexte de conflit avec l'Ukraine, le président Poutine a perdu, ou sinon la Russie a perdu beaucoup d'alliés. Et quand on regarde de très près le scénario de cette rébellion avortée pour vous, Prigojine est-il exécutant ou initiateur de... Je suis convaincu qu'il y a eu une complicité entre lui et Poutine. Est-ce que vous pouvez... Quand vous entendez Prigojine attaquer le ministre de la Défense russe et le chef d'état-major, etc., et dire qu'ils viennent tromper, si vous voulez, Poutine, etc., est-ce que vous pensez que... Il les a toujours attaqués depuis le début. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une communication directe entre le président Poutine et Prigojine? Prigojine que Poutine arme. Est-ce que Poutine est aussi idiot au point d'armer Prigojine et Wagner plus que son armée, et de sorte qu'il soit capable donc de se retourner contre lui et d'être en mesure de renverser ce régime-là. Prigojine a réclamé plusieurs fois plus de munitions, plus de moyens de combat, etc., etc. Il réclame ça à la Russie. Pourquoi? Ça veut dire qu'il sait que la Russie a tous ces moyens-là qu'il peut mettre à la disposition justement qu'il y ait des problèmes internes entre le ministre de la Défense russe et le patron de Wagner, tant mieux, bien sûr, c'est humain, c'est une famille. Même dans votre famille nucléaire, il y a des malentendus, il y a des mésententes, etc. Mais que Prigojine soit autant idiot, au point de se retourner contre Poutine dans un contexte de guerre, contre la communauté internationale, en tout cas tous les Occidents, contre l'OTAN, mais il faut qu'il soit vraiment fou, parce que dès qu'il renverse Poutine, ça sera son tour d'être renversé. Et vous pensez que... Mais ne serait-ce que la fibre patriotique l'amènerait à comprendre que même s'il a des griefs contre les collaborateurs de Poutine, ce n'est pas le moment de se retourner contre eux. Parce qu'en réalité, ce que les Occidentaux recherchent, ce sont des lézards, des malentendus, des divisions internes qui permettraient de fragiliser justement le régime de Poutine et donc de l'atteindre de l'intérieur, puisque de l'extérieur, cette guerre par procuration qu'ils sont en train d'alimenter les empêche d'attaquer véritablement Poutine et donc de le renverser. Vous avez vu des politiciens européens et français qui ont dit clairement qu'il faut tuer Poutine. Ils l'ont dit. Et donc ça veut dire que leur obsession aujourd'hui, dans tous les cas, c'est d'en finir avec Poutine. De sorte qu'ils aient la main libre pour reconquérir, reprendre leur territoire en Afrique. Pardon? En finir avec Poutine pour sauver l'Ukraine? Non, pas pour sauver l'Ukraine, mais pour justement s'occuper même de l'Ukraine elle-même. Vous pensez que les financements, les appuis que les Occidentaux, notamment les Américains, sont en train de faire à l'Ukraine, c'est parce qu'ils aiment vraiment les Ukrainiens? C'est parce qu'ils sont vraiment attachés au territoire ukrainien, c'est-à-dire au régime de Zelensky? Non. En réalité, leur désir, c'est que l'Ukraine ne soit plus gouvernable, puisque c'est un pays extrêmement riche à tout point de vue. Aujourd'hui, ce sont des millions d'hectares qui sont achetés par des compagnies américaines en Ukraine. C'est là où on cultive le blé et tous les céréales, etc. Donc c'est un territoire qu'ils ont envie de conquérir.
Aujourd'hui, tout l'argent qu'ils mettent en Ukraine est un investissement. Ils vont rentabiliser cela un jour ou l'autre. Ils le savent. Donc, en réalité, ce n'est pas pour les beaux yeux des Ukrainiens et encore moins de Zelensky que les États-Unis appuient autant cette guerre. Pour autant qu'elle durera, mais ça arrangera leur business, simplement parce que ils considèrent qu'ils vont affaiblir par cette guerre par procuration Poutine, et donc ils vont alors avoir la marge qu'il faut, d'abord pour conquérir les territoires ukrainiens, pas de façon officielle, mais ils vont signer des accords, ils vont contraindre le régime de Zelensky à composer éternellement avec eux. La preuve en est qu'aujourd'hui, le président Biden dit clairement qu'il n'y a pas de traitement de faveur vis-à-vis du régime ukrainien en ce qui concerne sa démarche d'entrer dans l'OTAN. Vous voyez? Donc, ça veut dire tout simplement que Zelensky est un instrument qu'on est en train d'utiliser simplement pour pouvoir justement tenter d'affaiblir le régime de Poutine. Il est évident. Et puis, le fait que la Russie commence à être réellement présente en Afrique est un cauchemar, mais indescriptible pour les Occidentaux, notamment la France et les États-Unis. Donc voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et donc cette réalité géopolitique est tellement évidente qu'on ne peut pas se tromper véritablement sur les cartes que l'ensemble de ces pays-là veulent jouer, en fait. Farce ou pas, il y a eu tentative de renversement du président Poutine. Dans ce contexte, quel est l'objectif de Wagner ? Non, mais Wagner reste Wagner, c'est-à-dire que c'est une force satellite de la Russie qui combat précisément non seulement en Ukraine, mais ailleurs. En réalité, Wagner porte de façon indirecte l'image de la Russie. Vous comprenez? Et donc, si les Occidentaux redoutent autant Wagner, le diabolisent, etc., c'est sans doute parce qu'ils savent qu'en réalité, Wagner défend d'une manière ou d'une autre les intérêts de la Russie et donc de Poutine, de la personne de Poutine. Donc voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Et donc les Russes sont extrêmement intelligents. Les dirigeants russes sont tellement intelligents, mais qu'ils essayent justement de surfer. Ils connaissent l'état d'esprit de leur adversaire. Donc ils surfent sur tout cela et ils les mettent, c'est-à-dire ils les tournent en dérision tout simplement, pour pouvoir donc continuer à agir et avoir leur leadership. Et vous êtes également le bienvenu sur ce sujet, Lucas Baki. C'est justement pour comprendre avec vous le calme de Bamako face à la présence ou non de Wagner sur son territoire. Plusieurs pays occidentaux dénoncent depuis décembre 2021 le déploiement du groupe paramilitaire privé russe au Mali et dans plusieurs autres pays d'Afrique. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui concrètement? Wagner est-il présent ou non sur le territoire malien? Non mais écoutez, de quoi ils se mêlent? De quoi les Occidentaux se mêlent de la politique intérieure des pays africains? En quoi ça les regarde? Mais quand ils parlent du Mali, pardon? La sécurité sur le plan international. Sécurité internationale. Et puis alors, ça fait, vous avez vu combien d'années que les Maliens sont en train de faire face au terrorisme provoqué justement par ces mêmes Occidentaux-là. Donc, il faut que ce soit clair. Que Wagner soit au Mali ou pas, qu'il soit ailleurs ou pas, on s'en fout. Le problème des Maliens, et tout le monde le connaît, c'est d'avoir l'intégrité de leur territoire, d'assurer la sécurité de ce pays-là et de le gouverner dans les règles de l'art pour commencer à entamer son processus de développement. Donc, les Maliens sont en droit de composer avec qui ils veulent pour peu qu'ils puissent obtenir des résultats à la suite de ces initiatives-là qu'ils prennent. Mais pendant longtemps, nos pays ont composé avec la France, non? Il y a encore des bases militaires françaises en Afrique, non? Mais alors, qui a parlé? Personne n'a parlé. On le constate. Donc, écoutez, le Mali a toujours dit qu'il compose avec des instructeurs russes. Pourquoi? Parce que l'essentiel de son équipement militaire est acheté à la Russie. Mais chaque fois que nos pays achètent des armes dans un pays, que ce soit en Chine, en Turquie, en France, aux États-Unis, etc., il y a toujours des gens qui viennent mettre en œuvre le manuel d'exécution, non? Et donc, si la Russie a vendu des armes et l'État malien demande qu'ils viennent les encadrer, et même ils ont un problème de sécurité, venez nous instruire, venez nous aider à faire notre combat. De quoi les Occidentaux se mêlent en vérité?
Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont démontrer aux Maliens et encore moins aux Togolais, en tout cas à tous les pays d'Afrique, qu'ils les aiment. Donc, qu'ils se calment et puis qu'ils revoient leur paradigme de diplomatie, etc. Et puis on va composer, en fait. En même temps, Lucas Baïké, peut-être que à ce niveau-là, c'est peut-être le Mali qui devrait s'inquiéter. Il s'agit du groupe Wagner, qualifié de groupe terroriste par les Occidentaux, et qui aujourd'hui a tenté de renverser un président comme Vladimir Poutine. Est-ce que pour Bamako, c'est toujours rassurant de composer avec de tels partenaires pourquoi sur le plan militaire? Oui, mais pourquoi le Mali devait s'inquiéter? Écoutez, supposons que cette tentative était une vérité, une réalité. Et que Wagner a été renversé, enfin, bref, la Russie reconquit, en tout cas, met la main sur Wagner, etc., les neutralise et tout. Mais est-ce que c'est Wagner qui assure la sécurité des dirigeants maliens? Est-ce que c'est Wagner qui assure la sécurité de l'État malien? Non. Mais la sécurité du président Goïta, moi j'étais à Bamako, je vous l'ai dit, j'ai vu Goïta, sa sécurité, ce ne sont pas les Blancs, ce ne sont pas des Russes, ce n'est pas Wagner. C'est son armée interne qui assure sa sécurité. Le travail qui est fait par les Russes est un travail complémentaire des initiatives sécuritaires prises par les autorités maliennes. Et donc, ça veut dire tout simplement que l'État malien ayant des accords avec une puissance comme la Russie, ne peut que s'appuyer sur ces accords-là pour demander la composition, en tout cas, pour les mettre en œuvre et puis assurer sa sécurité. Maintenant, si on renverse Prigojine et son groupe Wagner, mais tant pis, ce n'est pas un problème dans tous les cas aujourd'hui. Il me semble que les Maliens ont atteint un niveau de renforcement de son système sécuritaire, un niveau de structuration et de restructuration de son armée, un niveau d'équipement qui lui permet tout simplement de se prendre en charge et donc d'assurer sa sécurité, etc., etc. Il n'y a pas de raison. C'est vrai que sur le plan politique, si aujourd'hui, ou géopolitique, si aujourd'hui Poutine tombe, à partir du moment où il y a eu un partenariat privilégié avec certains États africains, ces États-là pourraient s'inquiéter du fait qu'ils ne sont pas encore suffisamment solides pour pouvoir faire face à ces Occidentaux qui sont en réalité des prédateurs. C'est-à-dire qu'en réalité, dans l'esprit des Occidentaux, c'est de pouvoir affaiblir Poutine et de régler les comptes à tous les États qui ont osé composer avec Poutine à un moment donné, en tout cas à cet épisode de l'histoire. Vous voyez? Donc, ce n'est pas que les Occidentaux tiennent tant à l'Afrique. Non. Ils ne tiennent pas aux dirigeants africains, au régime africain. Non. Ils tiennent à leurs intérêts. Et ils voient que leurs intérêts sont menacés par la présence de Poutine et de son armée sur le territoire africain, où les régimes africains, agacés par l'exagération, par la condescendance, l'arrogance, par les injonctions des Occidentaux, décident désormais de composer aussi avec un nouvel allié qui, heureusement, en tout cas en l'état actuel des choses, compose comme il se doit dans un partenariat gagnant-gagnant. La Russie a des armes qu'elle veut vendre à qui en a besoin et se dispose comme telle. On n'est pas idiot non plus, on n'est pas dupe. On sait que la Russie, elle aussi, joue ses intérêts. Maintenant, il appartient aux États africains de faire la part des choses et de savoir quels sont les paradigmes à partir desquels ils définissent leur rapport avec les partenaires internationaux, qu'ils soient américains ou russes, de sorte qu'ils puissent sortir de l'ornière, qu'ils puissent sortir leur marron du feu. Parce que l'enjeu pour l'Afrique, c'est de pouvoir se développer. Et là, il se trouve que nos États ont été spoliés, exploités, etc., par des mécanismes qu'il faut aujourd'hui défaire. Ces mécanismes, c'est d'abord de coopter nos dirigeants, ensuite d'utiliser leurs médias, etc., pour mettre une sorte d'épée de Damoclès permanente sur nos États, et en utilisant, si vous voulez, leurs organismes internationaux de défense des droits de l'homme, les médias, les régimes dont les présidents n'ont pas des âmes trempées et donc qui sont compromis par leur peuple, ils sont obligés de chercher leur légitimité, soit sur le parvis de Paris ou de Washington. Voilà tout ce qui se passe. Maintenant qu'il y a un nouveau partenaire aussi puissant qui commence à venir sur ces territoires-là, vous voyez que nos États, nos dirigeants commencent à avoir un langage libre. Et un langage libre et peuvent alors tenir tête à ces pseudo-puissants d'hier
qui ne cessaient de nous donner des leçons et donc de téléguider nos gouvernances ici. Mais malheureusement, aujourd'hui, le chef du groupe Wagner, Prigojine, se retrouve en exil. Quelles conséquences directes sur ses partenariats en Afrique, notamment avec le Mali ou bien le Mali, s'il en existe. Hein. Ben, écoutez, les Maliens sont les mieux placés pour nous dire s'il y a une conséquence ou pas. Encore faudrait-il que la preuve soit établie qu'il y a le groupe Wagner au Mali. Mais écoutez, tout aujourd'hui, là, quand nous parlons de Wagner, qui nous a appris ça, qui nous a donné ce nom? Ce sont les médias occidentaux. Vous avez déjà vu un militaire de Wagner, là, un russe ou Wagner. Voilà. Ce sont eux qui, en fait, nous distraient, font et défont la communication du monde. Et c'est eux qui citent enfin, qui font émerger des gens. Et donc, s'ils nous parlent de Wagner, ce n'est pas le souci. Ça, ce n'est même pas la tasse de thé des Africains. L'enjeu de l'Afrique, c'est de trouver les moyens de son développement. Et donc, quand vous avez des dirigeants qui sont conscients de cette mission-là, ils n'ont pas d'autre choix que de regarder l'échiquier politique, diplomatique, international et de faire des choix lucides. Et de composer avec des gens qui sont pour peu, qui ont le bon sens et qui peuvent comprendre que ce sont les intérêts qui peuvent jouer. Donc, si le Mali est aussi lucide et arrive à tenir tête, etc., c'est parce qu'il a été conscient à un niveau donné, mais de son potentiel, de toutes les potentialités dont il regorge, qui sont toujours exploitées de façon abusive par des Occidentaux. Et donc, les dirigeants maliens actuels ont décidé de prendre leur destin en main, quoi qu'il en coûte. Et heureusement, ils ont trouvé des alliés. On parle de la Russie, mais il y a la Chine, il y a la Turquie, il y a d'autres puissances qui composent. Même le Burkina Faso nous a dit qu'il a des accords même avec la Corée du Nord, qui lui fournit des armes. C'était des pays qui étaient infréquentables par le passé. Pourquoi? Parce qu'ils ont été diabolisés par les puissances occidentales qui considèrent que s'ils ne les diabolisent pas comme ça, s'ils ne font pas en sorte que les Africains ne soient pas tentés d'aller vers eux, si jamais ils vont par là, ils risquent de perdre leurs intérêts. Aujourd'hui, le problème des Occidentaux, c'est que un partenaire redoutable, un puissant, s'amène aussi en Afrique. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, dans tous les cas, nous, on n'est même pas intéressés par leur guerre géopolitique, etc. On est intéressé par comment faire l'état des lieux de notre situation et comment procéder pour pouvoir tirer profit de ces guerres-là, de cette guerre qui les oppose entre eux à cause de nous. Donc, c'est le moment ou jamais pour les États africains de s'unir, de commencer à faire des choix lucides, de désormais de leur développement à partir des initiatives éclairantes, éclairées et lucides. Donc, s'ils ne font rien, je crois que c'est une occasion rêvée pour nos États de pouvoir commencer à s'organiser, plutôt que de rentrer encore dans ces jeux-là de division, de conspiration, et comme avec des traites perfides qui ne sont là que pour attaquer leurs voisins sur tous les plans. C'est quand même dommage. Voilà. Avec un chef en exil, est-ce que justement cette situation aura une conséquence tout de même directe sur le conflit ukrainien? Prigojine n'est pas en exil, croyez-moi. Il n'est pas, ça, c'est pas un exil. Tout simplement, je vous ai dit, mais la conséquence, c'est que la Russie s'organise mieux aujourd'hui. D'abord, il a une armée, le pays a une armée plus soudée. Parce que à partir de l'annonce d'un sort de tel projet de rébellion ou de déstabilisation du régime russe, il y a des gens qui ont dû se manifester. Peut-être qu'il y a eu des tentatives de ralliement à partir des écoutes téléphoniques, etc. Ceux qui ont eu l'intention d'aller dans le camp de Prigojine sont foutus désormais. Mais attendez, le régime russe, quand même, vous le connaissez, c'est un régime redoutable. Il ne badine pas sur les moyens pour mettre de l'ordre au sein de l'armée, même au sein de la population russe. Donc, Prigojine est en paix. Prigojine, à partir de la Biélorussie, va commencer simplement à s'organiser pour continuer à attaquer l'Ukraine à partir de ce territoire-là. C'est une évidence. Et vous allez voir que le combat va continuer comme si de rien n'était.
C'est quand même extraordinaire qu'en 24 heures, qu'il y ait eu autant d'émotions, autant de ressentis, autant de débats. Sur tous les médias, ils ont fait même des émissions spéciales partout. Mais c'est quand même extraordinaire. Et c'est amusant, en tout cas. Dernière question, Lucas Baki. Est-ce que le groupe Wagner même a un avenir? Mais il ne va pas l'avoir. En tout cas, s'il existe, il ne peut qu'avoir un avenir tant qu'il n'y a pas de problème avec Poutine, tant qu'il continue ses actions, qu'il appuie je sais pas, Wagner, on parle de Wagner en Afrique comme si c'était la première fois que Wagner se manifestait. Mais dans tous les pays, beaucoup de pays en Afrique, en Europe, de l'Est, etc., Wagner est là et opère. Donc, mais chacun joue ses intérêts. Pourquoi diaboliser? En fait, les Occidentaux auraient pu, au regard de la menace russe, commencer à tenir un nouveau langage vis-à-vis des Africains, vis-à-vis de leurs partenaires africains, où ils vont comprendre que il vaut mieux qu'on soit désormais sincère. Parce que c'est cette insincérité, ces abus d'hier qui ont fait que, agacés, nos dirigeants ont commencé à changer de partenaire. Ou pas vraiment à changer, mais au moins à composer avec d'autres partenaires. Et donc, ils doivent comprendre qu'on n'est plus prêt à avaler n'importe quelle couleuvre. On n'est plus prêt à composer sans aucun prix. Avec eux, simplement, parce qu'ils auraient un pouvoir tutélaire, naturel sur nos États. Donc, s'ils comprennent cela, si quelqu'un comme Macron commence à changer de langage, à être courtois, poli et comprendre qu'il faut considérer les États africains comme des États partenaires à part entière, vous allez voir qu'il n'y aurait pas de problème. Parce qu'aucun État, malgré, vous avez vu dans le contexte du Mali, le Mali n'a pas rompu de coopération avec la France. Quand bien même ils sont dans les joutes oratoires, ils s'attaquent, ils se contre-attaquent, etc., il n'y a pas de suspension de la coopération entre les deux pays. Ça veut dire qu'il y a une certaine élégance, il y a une certaine maturité politique dont font preuve ces dirigeants-là, dont devraient normalement saisir les dirigeants français pour pouvoir revoir leur paradigme et équilibrer leurs relations avec l'Afrique. En clair, les relations de partenariat entre Wagner et les pays africains vont-ils prendre un coup? En tout cas, s'il existe, il va continuer. Si ce partenariat-là existe en Afrique, il va continuer tant que l'Afrique aura besoin, en tout cas des forces russes, pour pouvoir assurer sa sécurité, pour pouvoir consolider son armée, pour pouvoir reconstruire son armée et son économie, etc. Il y a rien à voir, il y aura rien, ils vont composer et le monde ne va pas s'arrêter là. Merci Lucas Baki d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et analyste politique, spécialiste du Mali, si on peut aussi ajouter. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à Neo Info pour la suite de nos programmes.